Eh les gars, c'est quand même désolant de voir toute cette nourriture gâchée. Ouais, c'est du gâchis de matière. Mais si on l'a réutilisé? Ah ouais, super idée, pourquoi on le ferait pas pendant les TPE? Ah mais c'est super ça, allons voir ça. Mais ouais. Après s'être renseigné sur le recyclage des déchets organiques, nous réalisons qu'il est possible de créer de l'énergie à partir de la décomposition de cette matière. Nous posons alors la problématique suivante. Peut-on chauffer l'eau du lycée avec la matière organique rejetée par le self? Le but de notre démarche est de voir s'il est possible ou non de produire assez d'énergie pour chauffer l'eau du lycée en utilisant uniquement les déchets organiques du self. Nous ne prendrons pas en compte le coût financier d'éventuelles installations, le prix de la main-d'œuvre, etc. Notre démarche sera uniquement scientifique. Voici le déroulement de notre projet. Nous avons divisé notre travail en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous étudierons l'aspect théorique du projet en nous concentrant sur les processus scientifiques de décomposition de la matière organique. Nous commencerons par étudier les différentes techniques possibles pour transformer les déchets organiques en énergie. Nous verrons quelles sont les différentes formes d'énergie que nous pourrons exploiter. Et pour finir, il s'agira de comparer le rendement en énergie de chaque technique pour sélectionner la plus adaptée à notre projet. Puis, dans un deuxième temps, nous illustrerons concrètement ces résultats en les appliquant à l'échelle de notre lycée. Dans cette partie, nous irons nous renseigner auprès de professionnels de l'établissement pour connaître premièrement la quantité de déchets rejetés par le self ainsi que la quantité d'eau chauffée au lycée. Enfin, il nous faudra faire tous les calculs concernant le transfert des énergies thermiques pour répondre à notre problématique. Ouais, du coup, Moi j'ai envie de faire du vélo à la rando là. Ah ouais, Voilà les gars, c'est quoi on recherche? Ah oui, pour le début. Donc moi j'ai trouvé que le compost était une technique permettant de récupérer l'énergie des déchets organiques. Ah bah j'ai trouvé pareil. Et vous pouvez m'expliquer en quoi cela consiste? Alors en fait, le compostage, c'est un processus biologique aérobie de conservation et de valorisation de matières organiques en un produit stabilisé. En fait, c'est semblable au terreau, sauf que ça s'appelle le compost. Et lors de cette transformation de la matière, on observe une augmentation de la température et un rejet de CO2. Oh, ça a l'air intéressant. Moi, mes recherches m'ont mené à la méthanisation. Vous savez ce que c'est? Non, tu peux nous expliquer? Ouais, vas-y. En fait, la méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique dans un milieu anaérobie, ce qui signifie sans oxygène. Durant la décomposition de la matière organique, le tas de déchets dégage de la chaleur et du méthane. Ce sont nos potentielles sources d'énergie. Ouais, bah ça a l'air intéressant si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce que le compost? Le compostage est une opération durant laquelle des déchets organiques sont décomposés dans des conditions contrôlées en présence d'humidité et d'oxygène par l'action conjuguée de micro-organismes et de macro-organismes. Le produit transformé en humus riche en éléments nutritifs peut être intégré au sol afin de l'enrichir. Les macro-organismes, les escargots, les fourmis, les mille-pattes, les limaces, etc. commencent par broyer la matière organique et permettent aussi d'aérer le compost. En industrie, ce processus est remplacé par les broyeuses. Les micro-organismes, les bactéries et les champignons digèrent les déchets organiques pour s'en nourrir. Ce sont les principaux acteurs du processus de décomposition de la matière organique. Il faut donc mettre en place des conditions propices à leur bon développement pour obtenir un compost productif. Les besoins sont les suivants. L'eau, essentielle à la vie, les minéraux apportés de la matière carbonée et de la matière azotée sont la nourriture des micro-organismes. À noter que la quantité de matière carbonée doit être de 20 à 30 fois supérieure de la matière azotée. Ces valeurs approximatives peuvent se traduire par la composition diversifiée du compost. L'oxygène, car il respire, et donc rejette du dioxyde de carbone. Un pH plus ou moins neutre, à noter que les micro-organismes n'y sont pas très sensibles. Et pour finir, une température de 20 à 70 degrés Celsius. Cette activité microscopique va donc générer de l'énergie sous forme de chaleur. Avec la libération de CO2, ce sont les témoins d'un important écosystème microscopique.
La méthanisation, qu'est-ce que c'est? La méthanisation est une opération durant laquelle des déchets organiques vont être dégradés dans des conditions contrôlées, dans un milieu anaérobie et humide, par l'action de micro-organismes. Le produit dégradé est un digestat, un résidu solide et liquide, équivalent à celui du compost, mais beaucoup plus pauvre en carbone. On observe différentes phases de la méthanisation dans le digesteur. Tout d'abord, la matière organique est hydrolysée. C'est une réaction chimique durant laquelle l'eau y est indispensable. Cela permettra par la suite de faciliter la dégradation de la matière organique. Ensuite, ces substrats sont utilisés dans l'étape d'acidogénèse par les espèces microbiennes anaérobies, dites acidogènes. Ils vont notamment produire des alcools, des acides organiques, ainsi que de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. La phase suivante est l'acétogénèse. Elle permet la transformation de divers composés issus de la phase précédente en précurseurs directs du méthane. Le dioxyde de carbone, l'hydrogène, l'acétate. Ces bactéries sont elles aussi anaérobies. Et ce processus se termine par la méthanogénèse, une étape assurée par des micro-organismes et qui aboutit à une production de méthane. C'est aussi lors de cette dernière phase de décomposition que nous verrons apparaître le digestat final. Tout comme dans le compost, l'activité microbienne est essentielle à la réussite de ce processus anaérobie. Il faut pour cela réunir les conditions suivantes. L'eau, essentielle à la vie. Les minéraux apportés par la matière carbonée et la matière azotée sont la nourriture des micro-organismes. Ce rapport est le même pour le compost. Du dioxyde de carbone, car ils ont besoin de respirer même si ce n'est pas de l'oxygène, et par conséquent rejettent essentiellement du méthane, mais aussi du dioxyde de carbone. Toujours un pH plus ou moins neutre, compris entre 6 et 8, et enfin une température comprise entre 30 et 60 degrés Celsius, adaptée à ces micro-organismes. Cette activité microscopique va donc générer de l'énergie sous forme de chaleur, avec la libération de dioxyde de carbone et de méthane. Ce sont les témoins d'un important écosystème microscopique. Bon les gars, c'est super tout ça, mais du coup, vaut mieux utiliser l'énergie directe qui est la chaleur, ou vaut mieux obtenir de la chaleur avec une combustion de gaz? Alors, j'ai réfléchi à cette question, voilà ce que j'ai trouvé. Pour la chaleur, j'ai trouvé qu'un tas de compost avait une chaleur de 20 à 40 degrés. Et pour un tas de méthanisation, la méthanisation pouvait aller de 15 à 60 degrés Celsius, selon les régimes. Il existe 3 régimes. Le régime psychrophile de 15 à 25 degrés, le régime mésophile de 30 à 40 degrés Celsius et le régime thermophile de 45 à 60 degrés Celsius. Mais alors, il paraît évident que cette chaleur n'est pas suffisante, car le processus de décomposition met plusieurs heures à s'installer, et donc met plusieurs heures à produire une chaleur comme tu disais, de 45 à 60 degrés. Or, les demandes du lycée sont en permanence et le volume est très conséquent. Donc, moi je pense qu'on ne pourrait jamais chauffer autant d'eau avec une si petite production. De plus, j'ai contacté l'entreprise Volvé qui m'a certifié que j'avais raison, car eux aussi utilisent le gaz émis par ces processus de décomposition plutôt qu'utiliser la chaleur directe, car les quantités et le pouvoir calorifique est bien plus important. Bon ok, donc ça veut dire qu'il faut se concentrer sur la production et la combustion de gaz pour chacune de ces techniques. Mais Volvé ne nous a pas répondu pour notre interview et notre demande pour visiter leur usine? Non, malheureusement, les règles sanitaires obligeaient un délai de 2 à 3 mois pour obtenir un rendez-vous. Néanmoins, elle nous a envoyé un mail avec des documents confidentiels pour que nous puissions nous renseigner sur la méthanisation. Bon d'accord, c'est déjà bien. Et pour en revenir au gaz, d'après nos recherches, il s'agirait du CO2 pour le compost et du CH4 pour la méthanisation. Le pouvoir calorifique du méthane étant de 6,96 kWh par mètre cube et celui du CO2 est de 0,0092 kWh par mètre cube. Il s'agirait de comparer les quantités produites par chaque processus. Donc maintenant, il nous faut savoir laquelle de ces techniques est la productive en gaz. Bon bah il ne reste plus qu'à travailler sur ça. Allons-y. Nous réalisons donc une
une maquette pour le compost et pour la méthanisation. Notre première expérience fut faussée car nous n'avions pas pris en compte les conditions de vie des micro-organismes et le matériel que nous avions utilisé était défectueux. Nous avons donc recommencé une seconde expérience dont voici le protocole expérimental. Donc, dans la première partie, nous réalisons donc les maquettes de compost et de méthanisation. Dans la seconde partie, nous allons observer, mettre en évidence et étudier les résultats des maquettes. Nous nous sommes basés sur des aliments qui sortaient régulièrement du cercle. Nous les avons répartis en 3 groupes distincts. Les 3 groupes sont les suivants. Le pain, donc des féculents, du jambon, donc de la protéine animale, et pour finir, de la pomme, de la banane, du poireau et de la pomme de terre, qui sont des végétaux. Chaque type d'aliment était réparti dans des sacs congélation étanches afin de préserver le gaz qui sera produit. Nous avons aussi regroupé tous les types d'aliments dans un même sac commun pour obtenir le meilleur équilibre de la matière carbonée et de la matière azotée. Nous avons ajouté de l'eau volvique, ce qui accélère le processus de développement des micro-organismes, car l'eau est essentielle à la vie. De plus, l'eau volvique est riche en minéraux, un élément favorisant le développement de la vie microscopique. A noter que les sacs de compost et de méthanisation ont la même masse de matière organique. En tout, il nous faut 8 sacs de congélation, 4 pour le compost et 4 pour la méthanisation. Pour le compost, nous laisserons de l'air pour déclencher le processus aérobie. Alors que pour la méthanisation, nous viderons la quasi-totalité de l'air pour simuler un milieu anaérobie. Le reste de l'oxygène sera consommé par des bactéries aérobies et produiront du CO2. En manque d'oxygène, elles mourront et laisseront place à la vie anaérobie qui se contentera du dioxyde de carbone restant. En effet, le régime mésophile est le plus tolérant face à l'imprécision des conditions, comme par exemple la négligence du pH qui signifie potentiel d'hydrogène. Après une semaine passée à 40 degrés dans les tubes, nous en sortons les sacs car la production de gaz nous paraît suffisante pour être étudiée. Nous observons donc d'abord une sérieuse dégradation des aliments, hormis le pain, ainsi qu'un gonflement des sacs dû à une production de gaz. En ouvrant les sacs, l'odeur est bien plus importante dans les sachets de méthanisation que dans les sachets de compostage. Cela montre bien que notre processus de dégradation dans la méthanisation n'est pas optimal. Cela n'empêche pas la fiabilité de nos résultats. La méthanisation aurait juste pu produire plus de méthane si nous avions été plus exigeants dans le suivi du processus de décomposition. Mais le volume de gaz produit dans les sacs contenant les 3 types de déchets est nettement supérieur aux autres sacs. Cela se traduit par l'importance du rapport carbone-azote dans ce processus de dégradation de la matière organique. De plus, nous observons un volume de gaz bien plus important dans les sacs de méthanisation que dans les sacs de compost. On peut, grâce à cette première partie de l'expérience, affirmer que la méthanisation produit bien plus de gaz que le compost. Il nous reste maintenant à prouver la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans le processus de compostage ou de méthanisation. Pour cela, il nous faudra du rouge de chrésol, une solution qui change de couleur en présence de dioxyde de carbone, et une allumette pour montrer la présence de méthane, un gaz hautement inflammable. De cette façon, nous allons étudier la production en gaz dans les sachets de compostage et de méthanisation comportant les 3 types de déchets, car ce sont les seuls dans lesquels la production de gaz est suffisante. Voici donc le protocole que nous utiliserons lors de l'expérience suivante. Concernant le compost, l'expérience avec le rouge de chrésol a très bien marché, car il est passé d'une couleur rouge à une couleur jaune. Cela montre donc une importante présence de dioxyde de carbone dans le sac de compostage. Ensuite, l'allumette a permis de montrer un grand volume de méthane après le processus de méthanisation, car la flamme a considérablement grandi lorsque l'on a comprimé les sacs de méthanisation autour de cette flamme. A l'inverse, en faisant la même chose avec le sac de compost, la flamme n'a pas changé de taille. Nous savons maintenant que la méthanisation produit un volume bien plus conséquent de gaz que le compost et que la méthanisation produit du méthane et un petit peu de dioxyde de carbone, alors que le compost
produit uniquement du dioxyde de carbone. Et les gars, on n'a que les données théoriques, il nous manque les chiffres concrets pour appliquer nos résultats au lycée. Mais oui, il nous faudrait la quantité de déchets rejetés par le CELF. Eh mais j'ai une idée. Si on allait prendre un rendez-vous avec le responsable du CELF, il pourra peut-être nous donner des informations qui nous manquent. D'accord, je me charge de prendre un rendez-vous. Mais il nous manque aussi la quantité d'eau chauffée au lycée. Bah j'irai voir l'administration, peut-être quelqu'un pourra nous aider et voilà. Ah ouais, bonne idée, on fait ça. Nous avons donc eu un rendez-vous avec Philippe Marc, le responsable du CELF du lycée et du collège Le Liquès, le 18 novembre 2018. Nous avions au préalable préparé des questions pour cibler les informations qui nous intéressaient. Philippe Marc a donc pu nous informer sur la quantité de déchets jetés par le CELF sur 10 mois, donc une année scolaire, qui était de 42 tonnes, ce qui fait une moyenne d'1,16 tonnes par semaine. Ces déchets sont pris en charge par l'entreprise Veolia, qui les évacue et les recycle pour un prix de 156 € par mois. Veolia utilise donc cette matière organique pour faire du compost qu'elle vend ensuite aux agriculteurs de la région ou de la méthanisation pour chauffer des serres ou des immeubles. Monsieur Marc nous a également informé que sur les 350 kg de pain achetés chaque jour par le CELF, 40 étaient rejetés dans les poubelles. Néanmoins, il n'a pas pu nous donner plus de précisions sur les différents types de matières organiques rejetées chaque jour par le CELF, car cela dépend des repas. Mais il nous a bien dit que l'étendue des déchets était diversifiée, féculents, viande, légumes, etc. Ce sont donc les informations essentielles que nous avons partagées avec M. Marc. Il nous a aussi donné un document certifié par le ministère sur la gestion des déchets dans la restauration publique. Nous avons donc eu un rendez-vous le 15 janvier 2019 avec Madame Laetitia Laurent, qui est l'économe du lycée, la directrice des finances et de l'administration, ainsi que la responsable des ressources humaines. Durant ce rendez-vous, il y avait également Madame Béatrice Ledé, qui est la responsable du service ménage et la responsable du personnel au GEC. Elles ont pu répondre à la totalité de nos questions. Elles nous ont notamment fourni des chiffres de consommation d'eau et de gaz pour la salle d'EPS ainsi que pour le lycée professionnel. Elles nous ont également appris que la totalité de l'eau n'était pas chauffée au lycée et qu'il était impossible pour elles de nous dire quelle quantité d'eau était chauffée chaque jour car il n'y a pas de compteur dédié à cela. Nous nous basons donc sur des valeurs approximatives pour nos calculs. Des factures énergétiques nous ont également été transmises, mais nous les garderons confidentielles par leur volonté, et ces chiffres seront seulement présents dans nos calculs. Voici donc l'essentiel des informations que nous avons appris durant cet entretien avec Madame Béatrice Ledé et Madame Laetitia Laurent. Nous savons maintenant que la méthanisation est plus productive en gaz que le compost et que le méthane a un pouvoir calorifique plus important que le dioxyde de carbone. La méthanisation est donc la technique de décomposition de la matière organique avec le meilleur rendement énergétique. Nous allons donc calculer l'économie énergétique et financière que permettrait la mise en place de ce processus de décomposition. En nous appuyant sur des valeurs théoriques, nous savons que pour 16 tonnes de déchets rejetés, on produit environ 1000 m3 de méthane. De plus, M. Marc nous a informé que le CELF rejette 42 tonnes de déchets organiques en 10 mois. La méthanisation permettrait donc de produire 2625 m3 de gaz avec la quantité annuelle de déchets du CELF. Le PCI, pouvoir calorifique inférieur du méthane, étant de 6,96 kWh par mètre cube, il est possible de produire une énergie de 18 270 kWh. Grâce à nos recherches, nous savons aussi que pour chauffer 100 litres d'eau, il faut 2580 kWh. Il serait donc possible de chauffer 708 litres d'eau, ce qui correspondrait à la consommation d'eau de l'internat pendant 1 mois et 3 semaines. Avec les informations données par Laetitia Laurent, nous avons pu calculer que cela faisait une économie de facture énergétique de 483,24 €.
Et il faut rajouter à cela l'économie de l'évacuation des déchets, car Philippe Marc nous a informé qu'il louait 16 caisses à 6 € par mois pour chaque caisse pour l'évacuation des déchets et payait aussi l'entreprise Veolia 156 € par mois, ce qui fait donc un coût total de 5 244 € sur 10 mois pour l'évacuation des déchets. L'économie totale sera donc de 5 727,24 € en 10 mois. Nos recherches nous ont permis d'arriver à la conclusion suivante. La matière organique rejetée par le SELF est loin d'être suffisante pour chauffer toute l'eau du lycée. Néanmoins, la combustion de méthane permettrait au lycée de chauffer l'eau de l'internat pendant 1 mois et 3 semaines, ce qui ferait économiser 4 323 € au lycée. Évidemment, un tel projet ne serait réalisable car le coût de la main-d'œuvre serait trop élevé, le coût de l'installation également et la place est insuffisante. Ce TPE nous a beaucoup appris, nous espérons qu'il vous a aussi intéressé. Bonne continuation.